Pour étudier la ville, il faut bien sûr étudier le corps social qui compose cette ville. Alors, il n'y a pas un habitant de la ville, il y a des habitants dans des villes. C'est très important, ça veut dire qu'il y a une diversité. Ça veut dire qu'il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des enfants. Il y a des gens qui vont vite, des gens qui vont peu vite. Il y a des riches, il y a des pauvres. Où on trouvera une diversité. Cette diversité, elle n'a pas les mêmes aspirations. Elle n'a pas les mêmes rêves. Elle n'a pas les mêmes cadres mentaux. Elle n'a pas les mêmes possibilités d'action. Et comprendre la ville, comprendre ce qu'on veut y faire pour l'urbaniste, pour le planificateur, pour le gestionnaire, c'est très important de savoir à qui on parle. On ne va pas pouvoir planifier pour une seule personne, une sorte d'homme moyen qui n'existe pas. Non, il faut savoir qu'on a des spécificités et que sur l'espace public, très clairement, être un homme ou être une femme, et ça quel que soit le pays du monde, il y a des situations beaucoup plus difficiles dans certains pays, mais même dans un espace tout à fait calme et apaisé, être une femme ou être un homme, dans l'espace public, c'est pas du tout la même chose. Ça ne se vit pas de la même manière. Donc ça veut dire que on doit réfléchir à qui sont les usagers, qui sont les utilisateurs, en fin de compte, qui sont les habitants de nos villes. 2%, c'est en 1800 la proportion de population qui était urbaine. En 1800. Donc ça veut dire que c'est un phénomène relativement récent. 37%, c'est la population urbaine en Afrique en 1999. Donc, il y a quelques années, ça a un petit peu évolué, mais ça veut dire que le continent africain était relativement peu urbanisé. Plus de la moitié des Africains seront dans les villes à l'horizon 2030. Donc, il reste quelques années, mais on imagine que en 2030, plus de la moitié des Africains seront urbains. 1% versus 1,8%. 1%, c'est l'accroissement de la population mondiale aujourd'hui. 1,8%, c'est l'accroissement de la population urbaine. Ce qui signifie qu'on a aujourd'hui un phénomène d'urbanisation qui est, sur l'ensemble de la planète, encore extrêmement présent. Ça veut dire que la population des villes grandit plus vite que la population globale sur l'ensemble de la planète. Et enfin, 3,7%, c'est le taux d'urbanisation moyen en Afrique subsaharienne aujourd'hui. C'est un taux très important, ce qui signifie que les villes continuent à grandir extrêmement rapidement. Alors, qui sont les habitants des villes aujourd'hui? Si on prend les villes africaines, il faut faire le focus sur deux phénomènes. Premier phénomène, c'est le phénomène des jeunes. À quelques rares exceptions, 50% de la population en Afrique a moins de 20 ans. Population urbaine. Ce qui veut dire que ça demande des ressources en matière d'éducation et de formation. Ça veut dire qu'on a un vivier et on voit de temps en temps des débordements qui montrent que les structures actuelles de la ville, les structures urbaines, sont absolument pas adaptées à la jeunesse. Alors, bien sûr, il y a des exceptions, bien sûr, on fait ici des généralités, mais globalement, on a une population extrêmement jeune, urbaine, dont on ne sait absolument pas que faire. Ensuite, on a les questions migratoires. Finalement, on a des grands flux. Alors aujourd'hui, c'est quand même la population endogène qui est responsable pour 2/3 de l'accroissement des villes. Donc on n'est plus dans la période où il y a un fort exode rural et que les nouveaux habitants des villes sont majoritairement des ruraux. Non, la majorité des habitants des villes aujourd'hui sont des natifs de ces villes. C'est très important parce qu'il y a eu passablement de programmes de développement, d'aide au développement, qui essayaient de fixer les populations dans les campagnes. Et on a changé tout à fait la donne aujourd'hui, mais ces programmes continuent à faire exactement les mêmes choses dans les campagnes. Donc on a essayé de fixer des populations, on n'y est pas arrivé, mais aujourd'hui l'enjeu n'est plus sur l'exode des populations rurales qui viendraient sur la ville, donc des flux migratoires entre le rural et l'urbain, mais c'est vraiment la population endogène. Donc c'est les habitants des villes qui ont vécu
dans la ville et qui ont des enfants dans la ville. Donc les jeunes qu'on a aujourd'hui, pour 2/3, sont des jeunes nés dans la ville où ils habitent. Il y a, quand on parle de mouvements migratoires, aussi des grands mouvements dus à des crises. Alors c'est des phénomènes qui sont peut-être courts dans le temps, certaines fois, mais on voit que telle et telle crise a des incidences, donne des phénomènes qui vont au-delà des frontières des pays en général. Donc on a vu lors de la crise ivoirienne un afflux de gens qui retournaient au Burkina Faso, dans les villes. On a vu lors de la crise libyenne des réfugiés, des migrants qui venaient au Tchad. On a vu au quotidien, et on voit au quotidien, ce type de migration. Alors ça, on peut rarement le prévoir, puisque on est sur des questions de stabilité politique, on est sur des questions de géostratégie, de géopolitique, mais c'est aussi où ça peut influencer de manière très importante, finalement, la structuration d'une ville. Alors, qui sont ces habitants dont on parle? Alors, on va prendre quelques exemples. Bien sûr, des exemples qui ne seront pas exhaustifs, mais quelques images qui juste nous permettent de réfléchir. Bon. On a un grand rassemblement, une foule disparate, on voit qu'il y a des jeunes, des plus vieux. On est en Angleterre, lors du mariage du prince. Des milliers, voire plusieurs millions de personnes s'étaient réunies pour regarder passer le carrosse. On est dans un parc traditionnel anglais, donc rien de nouveau, et on voit cette population qui est là pour fêter un même événement. Autre type de rassemblement, cette fois-ci émeute à Dakar. Si tout à l'heure nous avions une disparité au niveau des habitants, au niveau des gens qui étaient là, on voit qu'on a une image qui est une image d'émeute à Dakar, et qui est une image masculine, avant tout, pas de présence féminine, peut-être qu'il y a une exception ça et là, mais en principe c'est masculin, et c'est relativement jeune, donc on a une tranche d'âge relativement limitée. Autre type d'habitants des villes, les opposants à la mondialisation, ici à Londres, devant la cathédrale Saint-Paul, où ils ont campé pendant des semaines, voire des mois, pour montrer leur désaccord face à un certain nombre de politiques qui étaient menées au niveau des gouvernements. Autre exemple, la prière du vendredi à Dakar, où des rues du centre-ville sont prises d'assaut par les gens qui viennent prier à même la rue. Donc on voit de manière non exhaustive que la rue, l'espace public, est finalement utilisé pour des choses extrêmement différentes par des gens extrêmement différents. Là, on est à nouveau sur une structuration que masculine au moment de la prière. On l'a vu tout à l'heure, qu'on était devant la cathédrale Saint-Paul en train de se battre ou de s'opposer à la mondialisation, où là, on va trouver aussi bien des hommes que des femmes. Donc en fonction de l'usage, le même espace ou des types d'espaces publics peuvent devenir des espaces extrêmement masculins ou des espaces mixtes. Autre type d'usage, le tourisme, qui prend son guide et qui visite les villes. Alors dans certaines villes, il y a très peu de touristes, il y a certains pays qui s'ouvrent peu au tourisme, qui ne veulent pas, il y en a d'autres qui aimeraient bien mais qui ne savent pas comment faire. Et il y a des pays, là c'est un exemple, où une ville est très accueillante puisqu'on a même le guide qui permet de se diriger, de trouver des restaurants, d'aller voir des monuments et qui nous donne toutes les indications nécessaires sur la ville. Donc dans les usages, dans les habitants de la ville, on a les habitants mais on a aussi les visiteurs que nous on va traiter de la même manière, que les habitants finalement. Ce sont des gens qu'on trouve à un moment donné en ville et qui ont des usages qui ne sont pas les mêmes que celui qui va travailler, que celui qui va se promener, celui qui vient visiter, attend quelque chose et attend un service finalement que la ville va lui rendre. Autre image, bord de la mer, des pêcheurs, un port artisanal de poissons, où là on a à la fois des femmes et des hommes, les pêcheurs seront des hommes et c'est les femmes ensuite qui vendront le poisson. On a finalement aussi l'espace public qui est un lieu de vente et un lieu de transaction financière. Enfin, on parlait de jeunesse tout à l'heure, on a
la rue qui devient un terrain de jeu. Il faut bien que les enfants fassent du foot. Alors là, on a de jeunes garçons qui ont pris une partie de la route et on voit sur le haut de l'image un scooter qui arrive, donc ils devront juste après se déplacer pour laisser passer une voiture, un scooter, et ils reprendront ensuite leur partie de football. Donc, on a des habitants. Ces habitants n'ont pas les mêmes aspirations. Ces habitants sont des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes. Et ces habitants n'utilisent pas les mêmes lieux, n'utilisent pas les mêmes usages sur des lieux qui pourraient être identiques. Donc pour chacun des lieux, pour chaque espace public, on peut avoir des usages multiples en fonction du genre, en fonction de l'âge ou en fonction de la réglementation qui permet ou pas l'usage de ces espaces. Tout ça, de manière non exhaustive, je le rappelle, on ne va pas faire la liste ici de tous les usages, de toutes les catégories de gens, c'est juste de manière un petit peu impressionniste que vous ayez en tête sur chacun des espaces, et vous pouvez faire le test en sortant de chez vous. Vous regardez l'espace public quand vous sortirez à l'extérieur, et vous commencerez à compter. Est-ce qu'il y a des hommes? Est-ce qu'il y a des femmes? Est-ce qu'il y a des jeunes? Est-ce qu'il y a des vieux? Il y a des riches, des pauvres? Les riches en voiture, les pauvres à pied? Est-ce que c'est effectivement le cas? Qu'est-ce qu'on fait sur l'espace qui est devant chez moi? Toutes ces réflexions-là sont les prémices d'une construction que nous ferons après, mais qui est extrêmement importante, je le répète, et je vais le répéter souvent dans ce cours, c'est qu'on doit prendre en considération quelle ville pour quel type d'habitants. Et on doit avoir en tête le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, qui est un chiffre de 50% de la population urbaine a aujourd'hui moins de 20 ans. Alors la ville et ses habitants, c'est avant tout des flux de marchandises, des flux de personnes, c'est de la mobilité, donc on pourrait avoir une vision statique, les gens, les catégories dans lesquelles ils se trouvent, mais il se trouve aussi que ces gens sont mobiles, que ces gens bougent, et qu'en fonction des catégories, la mobilité n'est pas forcément la même. Ces gens bougent, mais on a aussi le fret, on a aussi les marchandises qui bougent en même temps, et tout ça fait que la ville devient dynamique. Donc, si on veut comprendre les habitants, il faut comprendre à la fois dans quelle catégorie ils sont, et à la fois, il faut comprendre comment ils bougent. C'est les deux choses les plus importantes pour l'urbaniste. On pourrait trouver d'autres indicateurs, on pourrait imaginer d'autres choses à connaître, mais pour l'urbaniste, c'est la question de la mobilité, qui est du flux, qui est central, flux de marchandises et flux de personnes, et de qui on parle, de quelle ville pour quels habitants. Ces deux choses devraient nous donner la base de la réflexion ensuite pour pouvoir gérer et programmer. Donc là, au Tchad, un cycliste qui à la fois se déplace et à la fois déplace des marchandises. Autre type de déplacement de personnes et de marchandises, donc parfois c'est séparé, parfois on a des gros camions qui amènent des marchandises, et parfois ce sont les mêmes camionnettes qui à la fois transportent des marchandises et transportent des gens. Autre exemple ici, cette fois on est sur l'eau. Un autre exemple encore, où là on transporte en général pratiquement que des personnes, c'est le métro, ici, dans un pays asiatique. Donc si l'on recentre maintenant sur les questions qui nous intéressent de gestion et de planification, les habitants et la gestion, il faut remettre les habitants au centre de la gestion urbaine, la compréhension des habitants et finalement de leur représentation, de ce qu'ils cherchent, de ce qu'ils veulent, des usages qu'ils font de l'espace public. Il faut remettre ça au centre et recommencer à planifier en fonction de ça. Ça pose la question fondamentale du droit à la ville. Là, on est pour les populations souvent les plus pauvres, les plus démunies. Que va-t-on faire? Est-ce que le droit à la ville est un droit pour tous? Ou au contraire, comme certains modèles le laissent supposer, le droit à la ville, c'est un droit pour les plus riches et finalement, les plus pauvres n'ont pas ce droit de rester sur le territoire urbain. On met bien sûr pas de jugement de valeur, on explique quels sont les phénomènes, mais on a aujourd'hui dans les villes africaines une vraie question sur le droit à la ville.
que va-t-on faire de ces millions, de ces dizaines de millions, de ces centaines de millions de gens qui vivent dans des conditions d'insalubrité? Que va-t-on faire avec toutes ces populations? Et comment en termes de planification, comment en termes d'aménagement urbain, je vais pouvoir répondre ou non à ces questions fondamentales sur les usages de la ville. Donc entrer par les habitants des villes, c'est se poser la question de l'avenir démographique, et c'est se poser la question à la fois de la ville et de la campagne, c'est se poser la question fondamentale de cette jeunesse urbaine, et finalement de réussir à planifier, de réussir à concevoir les villes de demain pour ces habitants qui sont aujourd'hui extrêmement jeunes, extrêmement demandeurs en ressources de formation et d'éducation. Et c'est là une des choses fondamentales dont personne ne parle en urbanisme. Je n'ai jamais vu dans une ville africaine un chapitre spécifique, des programmations spécifiques, une planification spécifique, parce qu'il y aurait un taux de jeunes extrêmement important. On n'arrive pas aujourd'hui encore à connecter le besoin d'une jeunesse qui va vieillir forcément, mais de faire cette ville pour cette population-là, pour les 20 prochaines années. Et ça demande des réflexions, d'ouvrir des nouvelles choses qu'on ne connaît pas encore et qu'on essaiera, nous, de questionner dans les prochaines vidéos. Voilà pour cette vidéo sur les habitants des villes. Je vous retrouve dans notre prochaine vidéo.